bonjour et bienvenue à notre balado. Le cinéma, c'est au cinéma. Épisode 32, intitulé « En avant la musique ». Bonjour Guillaume. Bonjour Marcel. Toujours en forme? Très bien, merci toi-même. Ah oui, parfait. Écoute, je te suggère aujourd'hui un vaste sujet, la musique dans les films. Oui. On ne se rend pas compte de l'importance que peut avoir la présence, la trame musicale, tout ça. Absolument. C'est pour ça que je voulais un petit peu... on va faire un premier survol, voir qu'est-ce qu'il y en est, parce qu'on sait que même au temps du muet, on avait déjà senti le besoin d'ajouter de la musique. En fait, tu l'as dit, je pense, d'une manière très transparente, le muet. Oui. Donc, il n'y avait pas de son. Exact. Si je me souviens bien, les gens jouaient de la musique à l'intérieur du cinéma et qui accompagnaient le film. Absolument, au piano. Avant même qu'on ait des paroles, oui. On avait la musique. Exactement, c'était tellement important. Et d'ailleurs, je peux remarquer une chose, j'ai été surpris même d'apprendre que la première trame musicale qu'on a demandée, c'est en 1908 au Français Camille Saint-Saëns. C'est un grand compositeur français qui avait fait en 1908 justement la trame sonore d'un film. Je pense que c'était l'assassinat du duc de Guise ou quelque chose comme ça. Et ce qui est intéressant que tu me parles aussi de l'interprétation des pianos, c'est qu'on voyait qu'à ce moment-là, le pianiste pouvait en suivre l'action du film. Hein? Oui, absolument. C'était des scènes dramatiques et je jouais plus tranquillement. Exact. Pour créer une atmosphère. Exactement ça. Absolument, absolument. Donc, puis ça a duré longtemps. Les premiers films de Charlie Chaplin étaient muets. Donc, tout passait par l'image et la musique. Exactement. Parce que, écoute, être devant un écran, puis silencieux, puis juste entendre, parce que le projecteur était souvent dans la salle, le petit bruit, là, ça devait être assez particulier. C'est pour ça qu'on a senti tout de suite le besoin de mettre la musique à contribution. Donc, on sent tout de suite que c'est une expérience des plus importantes. Puis, comment je dirais, on a su avec le temps. En 1927, le parlant est arrivé, chanteur de jazz et le premier film parlant dans lequel on a justement entendu la musique, la fameuse chanson qu'il y avait dans ce film-là. Puis on a pu continuer par la suite. Moi, je sais que tu as fait des sujets courts, tu as fait un long-métrage aussi. Oui. Puis c'était important, la musique. Je pense que tu as un petit peu ton expérience, toi, quelle importance ça a, puis pourquoi tu t'ajoutes de la musique, comment un peu tu l'as fait? C'est une très bonne question. Moi, dans la manière que je monte, parce que je commence à ajouter de la musique dans mes montages, très tôt. Très, très tôt. Moi, la musique, pour moi, ça a toujours fait partie de ma vie. D'ailleurs, Rêver ma vie, ça parle de musique et de chansons. Il y a plusieurs chansons dans ce film-là. Ça a été un processus assez long. Mais moi, dans la création que je fais, j'intègre la musique très, très tôt parce que oui, effectivement, ça donne un support à l'histoire, ça donne un goût à la scène. Évidemment, la première des choses, c'est que quand il y a du dialogue, je vais faire un montage avec le dialogue en premier. Mais la musique est très, très près. Évidemment, quand je monte un court-métrage ou un film, je vais mettre ce qu'on appelle une musique temporaire. Donc, c'est pour te dire à quel point ça arrive tôt dans le processus de création où je vais prendre une musique qui va m'accrocher. Dans le cas de Rêver ma vie, j'avais mis la musique des Intouchables, le film français que je trouvais qui était une trame sonore extrêmement nourrie et riche. Et j'ai vraiment gardé ce montage-là jusqu'à très tard parce qu'évidemment, quand tu vas voir ton compositeur, le film n'est pas fini, mais il est près de l'être parce que, évidemment, le compositeur va vouloir aussi avoir des images pour s'inspirer également. Mm-hmm. Donc, plus le film est avancé au niveau montage final, plus l'inspiration peut arriver. Puis également, il y a certains artistes qui vont aimer entendre la musique que tu as déjà mis, d'autres qui vont moins aimer.
Et moi, bon, ben, dans le cas de Rêver ma vie, j'ai laissé un peu Stéphane fonctionner comme ça, mais j'ai quand même dirigé dans le sens, cette partie-là, je veux vraiment qu'il y ait plus de piano, des endroits, disons, plus touchants, où ce que là, je vais diriger. Mais Stéphane avait quand même pas tant d'expérience que ça en termes de trame musicale. Stéphane Tellier, c'est lui qui a composé la musique du film. On a fait vraiment un travail commun. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, c'est la magie, évidemment, dans le montage de l'image, du son, parce qu'évidemment, un film, quand on monte un film, c'est toujours ce que j'appellerais un chantier de construction. On essaye toujours de sauver une prise de vue qui est pas super bien éclairée, où l'image est pas focus, mais elle focus jusqu'à une autre partie parce que la caméra peut bouger. Il y a toujours des enjeux comme ça. C'est pour ça qu'on met des raccords souvent ou des inserts pour essayer de sauver une scène qui est pas parfaite, mais qui est très proche de l'être. Alors ça va un peu faire évoluer ton montage. Puis aussi, quand tu veux faire passer des émotions, bien là, tu vas coller ton montage à une certaine musique, par exemple. Exactement. Puis tu me donnes l'occasion de dire, il y a des films où on dit, la musique, je me souviens, les 3-4 notes d'harmonica dans Il était une fois dans l'Ouest. Oui. Déjà, ça part le film, on sent ça. Ou aussi le violon dans la liste de Schindler, le violon pleure littéralement. Absolument. Ou les 2 notes de basse dans le fameux jazz. Les Dents de la mer. Les Dents de la mer, ouais. où la demoiselle prend le bain de minuit, mais je vais dire qu'avec les 2 notes de basse, on sent qu'il va arriver quelque chose. On sent que tout de suite, la musique prend tout, puis c'est juste là. C'est même pas, comment je dirais, c'est une musique d'accompagnement. Là. Absolument. Il n'y a même pas de thème, il n'y a rien. J'ai juste, on donne un rythme, on donne comme ça. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a certains films, moi je me souviens de l'ouverture, la musique thème, qui m'a beaucoup impressionné aussi parce que ça donnait dans le film, c'est la musique de Forrest Gump. Oui. Forrest Gump, tout de suite, quand il joue au piano, tu sens que c'est une musique qui donne la pureté. Légèreté. Comme la plume. La fameuse plume qui vole au vent. Absolument. Puis tout de suite, la naïveté, on le sent dans l'interprétation de ce qui va venir, qui est Forrest Gump lui-même. Oui. Oh, c'est vraiment... C'est super important. Puis je connais pas le processus créatif des autres réalisateurs comme, mettons, Robert Zemeckis, mais je serais pas surpris qu'il ait trouvé une musique temporaire ou ce qu'il a dit au compositeur. C'est à peu près comme ça, je veux que ça ressemble aussi, parce que c'est une création, évidemment, de groupe, mais j'imagine que c'est vraiment une théorie, mais je pense pas qu'il ait mis une grosse fanfare au début du film comme musique temporaire s'il y en avait eu une. Parce que faites jouer n'importe quelle scène musicale, comme Forrest Gump, l'introduction, ou... l'introduction de la Guerre des Étoiles et couper le son, ben, c'est pas pareil. Oui, il y a ça dans le même monde. Et tu as raison que c'est des choses temporaires parce qu'on dit même que Nino Rota, pour le thème du parrain, s'est inspiré de d'autres musiques déjà. OK. Puis on peut dire que ça, vraiment, tout de suite, on sent que c'est l'Italie. On sent plus que c'est le patrimoine de la Sicile. Oui. Ça colle très bien. Ça colle très bien. Absolument. Puis maintenant, on ne peut plus penser au parrain sans le thème. Exactement. Le thème musical qui, tout de suite, nous met dans l'ambiance. Tout ça, c'est des choses, comment je dirais, qui signent, qui soutiennent le film. Oui. Et juste un petit aparté, c'est quand même surprenant qu'on apporte dans le contexte d'aujourd'hui, là, on tourne ça on enregistre en janvier 2025. On parlait de Denis Villeneuve et son film Dune, deuxième partie, où on n'était pas sûr d'accepter la musique du film parce que le thème avait été entendu dans le premier film. Et pourtant, en tout cas, de mon point de vue à moi, évidemment, c'est comme un thème qui colle à une image comme celui de Dune, par exemple, ou Jazz, ou Indiana Jones, ou Star Wars. Ça me semble non seulement normal, mais presque obligatoire que ça revienne sur des suites. Donc, de faire de vouloir arrêter ça par rapport à une technicalité me semble quand même un peu assez important, disons. Donc, pour moi, ça m'avait un peu touché parce que je me dis c'est tellement une belle œuvre. Puis évidemment, c'est un compositeur très connu, Hans Zimmer, qui fait ça. Ça m'avait un peu surpris d'avoir cette nouvelle-là par rapport on voit à quel point la musique est importante quand on voit une nouvelle comme celle-là. Oui. Puis on voit aussi que souvent, des réalisateurs comme toi, tu avais choisi un compositeur, mais il y en a beaucoup
qui s'associe à des gens pour plusieurs films. Absolument. Si on prend John Williams avec Steven Spielberg, on fait un duo pendant de nombreuses années. Absolument. La même chose pour Ennio Morricone avec son fameux compositeur. Oui, celui qui a fait le film que tu parlais tout à l'heure. J'ai pas le titre. Oui, j'ai un petit blanc de mémoire. Moi aussi. Sergio Leone. Voilà. Sergio Leone. Donc, ces deux-là ont fait ensemble aussi. Et souvent, les compositeurs suivent. Ils ont probablement des préférences, des affinités. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On a des réalisateurs plus connus. Je pense par exemple à J.J. Abrams qui travaille avec le même compositeur d'une manière assez régulière, excepté Star Wars, là, où il a eu la chance de travailler avec John Williams, ouais. qui était propre à cet univers-là. Mais effectivement, beaucoup de réalisateurs ont leur compositeur fétiche. Oui, comme Christopher Nolan, on me dit que c'est Hans Zimmer qui fait souvent la musique des films de M. Nolan. Absolument. Donc, il y a une chimie qui se crée. Tout de suite, là, ils savent que ce que le réalisateur veut avoir, le compositeur le suit là-dedans. Oui, puis j'imagine qu'en tant que réalisateur, si tu as une relation avec un compositeur, tu t'attends un peu au résultat, c'est moins d'inconnu. Exactement. Puis, comme je disais, souvent, il y a des thèmes aussi, parce que la musique, dans l'ensemble du film, on va rejouer certains thèmes qui soutiennent le film tout au long du film, de l'histoire. Qui se déroule, ouais. Ben oui, puis d'ailleurs, dans plusieurs trames sonores, là, avant, on avait des CD, là, maintenant, c'est en ligne, mais il y a souvent le nom de la chanson, c'est par exemple le thème de Forrest Gump ou le thème de sa copine, que j'ai oublié le nom. Et donc, c'est des thèmes qui se répètent et qui reviennent. Le thème de Batman qui revient, évidemment, parce que, veut pas, notre oreille va associer le thème d'un personnage à un marquage visuel qui va être fort. Exactement. Je peux t'en donner un que tout de suite, tu vas y penser. Pense à notre ami James Bond, le fameux thème avec la guitare et tout ça. Exactement, là, qui souligne, puis là, qu'on le suit au début, qu'on voit au début de chaque film. Qui est là depuis tous ces films. Tous ces films. Donc, c'est une signature sonore, musicale qui suit. Et ce thème-là ne pourra jamais jouer dans aucun autre film qu'un film de James Bond. À moins que ça soit une parodie. Oui. Mais tu peux pas mettre ça dans un autre film. Tout le monde va dire c'est la musique de James Bond. Tu as tout à fait raison. Oui. Donc, comme c'est super important. Puis la trame sonore d'un film aussi, que l'artiste, le compositeur, peut aller chercher les sentiments, rendre une scène dramatique encore plus profonde, avec une musique qui sous-tend tout ça, ou plus rythmée, là, si l'action s'en vient plus importante et tout ça. Donc, la trame sonore d'un film est hyper importante, en plus de sa signature qu'on voit sur le thème lui-même du film. Et après ça, je pense qu'on peut tomber aussi dans tout ce qui va tomber, les chansons qui sont liées au monde du cinéma. Il y en a beaucoup. Absolument. C'est intimement lié. Absolument. Il y a énormément d'artistes qui sont liés à des productions de films. Il y a des chansons qui sont utilisées dans des films qui existent déjà. On peut parler, mettons, un exemple qui me vient à l'esprit, c'est Les Gardiens de la Galaxie, qui utilisent des chansons qui sont déjà sorties, qui sont déjà connues, et qui les refont connaître par rapport à ça. Des chansons, dans ce cas-là, peut-être des années 70-80, où James Gunn, le réalisateur, démontre son amour pour ce genre de musique-là. Donc, mais il y a aussi également des compositions originales. Oui. Puis il y en a une que je trouve vraiment savoureuse, là. On sait que notre ami Chaplin est un des premiers compositeurs de musique aussi. Oui. Il a fait, pour les temps modernes, en 1936, le thème « Smile », que tout le monde connaît. En 1954, ils ont mis des paroles là-dessus. Mais ce que je trouvais super bon, c'est qu'en 2019, le film Joker reprend « Smile », et ça ne pouvait pas être mieux choisi. Effectivement, c'était une évidence même. Même à un moment donné, tu m'avais fait connaître cette musique-là, cette chanson-là, bien avant Joker, puis je me disais c'était très visuel comme chanson, puis je suis pas du tout surpris que ça ait été repris dans le film Joker. Je pense qu'on le voyait dans la bande-annonce, mais dans le film également. Oui. Mais c'est auditif, mais c'est frappant visuellement.
Exactement, c'est en plein ça. Tu dis, oh, en Puis, plus. ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, évidemment, je comprends l'anglais, mais même si c'est chanté dans une autre langue, c'est tellement fort comme message que je comprends j'associe les paroles, parce qu'évidemment, quand on ne comprend pas une autre langue, évidemment, ça doit être un petit peu plus difficile, mais comme le titre de la chanson, c'est « Smile », le Joker, il rit tout le temps. Ouais. Donc, même si c'était pas l'anglais n'est pas ma langue maternelle, c'était plus qu'évident à voir. C'est ça, puis il y a des thèmes de films, ça me fait penser parce que malheureusement... Stéphane Venn nous a quittés récemment, un des auteurs québécois de musique. Absolument. Les plus importants, donc qui a fait des musiques de films. Et une, à mon sens, de ses plus belles chansons était sans doute Les gens heureux Les Ploufs. Oui, dans le film Les Ploufs. Et ce qui est écrit là donne exactement le thème du film, des temps plus silencieux, la religion. Puis c'est Nicole Martin qui chantait cette merveilleuse chanson-là. Donc, en plus d'avoir une chanson thème de film, on passe déjà le message un peu de ce qui va s'en venir. Le Québec des années 40, où c'était plus... la famille en premier, un peu plus fermée, tout ça. Alors, j'ai trouvé que c'était une chanson extraordinaire. Il y en a plusieurs autres par la suite. Et c'est pas également lui qui a fait la trame du film? Ah, possible. Oui, mais en tout cas, parce que pour moi, la musique, évidemment, symphonique, était extrêmement touchante, cette musique-là. Là, moi, c'est quand j'étais plus jeune, c'était un film que vous écoutiez puis que vous aviez le disque. Puis je ne sais pas si c'est toi ou c'est maman qui écoutait la chanson « Les gens heureux », mais il y avait aussi le thème des Ploufs là, qui était plus orchestral, et moi, ça m'avait beaucoup touché. D'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo corporative pour Ciné Québec, puis je l'avais mis dans le film. C'est une des premières chansons que j'avais choisies. Oui, c'est ça. C'est vraiment un beau thème. La musique est belle et c'est le début du film, donc on trouve ça intéressant. À partir de ça, on voit qu'après ça, les chansons, écoute, ça a été déterminant. Il y en a un autre film québécois, moi, que je voulais... En 2002, Charles Binamé a fait le fameux « Un homme et son péché », c'est la fin. Et la fameuse chanson, moi, je trouvais tellement belle. C'était Michel Cusson qui a fait ça. C'est « Depuis le premier jour ». C'est comme ça que ça s'appelle. La chanson a été interprétée par Isabelle Boulay. C'est une des très, très belles chansons de films québécois. Absolument. C'est encore une fois un beau combo où ce que la chanson qui est chantée et aussi la trame sonore, c'est les mêmes thèmes. C'était une musique qui a touché son époque. C'est le film québécois le plus populaire qu'il y a jamais eu de tous les temps. Donc, quand c'est soutenu par, encore une fois, une trame sonore, une chanson qui est très touchante, qui est très mélodieuse, effectivement, Michel Cusson, un autre de nos grands compositeurs. Exactement. Puis aussi, je voulais souligner la première fois qu'une chanson au Québec, une chanson de film est devenue un succès du hit parade, qu'on dit, je ne sais pas, quelque chose comme ça. C'était tiré du film L'Initiation en 1971. C'est un film de Denis Héroux. Et la chanson s'appelait « Un jour, il viendra mon amour ». Et c'est une chanson composée par François Cousineau qui avait été interprétée par Diane Dufresne. C'est la première fois qu'une chanson de film au Québec devenait un succès sur disque. OK, intéressant. Oui, qu'elle passait à la radio, tout le monde écoutait ça, puis tout ça, même avant que le film sorte. Donc, ça aussi, ça crée de l'intérêt après ça pour le film. Donc, c'est un des moments comme ceux-là. Moi, j'ai un autre film québécois que j'avais beaucoup aimé la musique, c'était Louis Cyr. C'était écrit par Joran. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. J'ai eu la chance de la rencontrer, elle et son conjoint, je me souviens pas de son nom, là, mais à Ciné Québec. Et j'avais pris une petite minute parce que la musique du film Louis Cyr, j'ai vraiment trouvé très, très bonne. Je me souviens, la première fois, on était ici à Joliette, puis j'avais vu le film qui commençait, puis la trame était grandiose. C'était vraiment... il y avait des tambours. C'était vraiment... J'ai trouvé ça vraiment très, très bien fait. Je suis allé la voir pour lui dire que c'était une des meilleures trames sonores musicales québécoises que j'avais entendues. Ça lui a fait très plaisir. mais ça fait quand même une dizaine d'années. Le film est sorti, 10-15 ans. Puis encore aujourd'hui, là, tu me parles de souvenirs comme ceux-là. Louis C., ça m'avait beaucoup marqué. Oui. J'avais acheté la trame sonore.
Oui. Des bonnes trames sonores, peu importe le sujet du film, c'est toujours intéressant. Ah, il y en a eu beaucoup. On pense au film Braveheart, la musique qu'il y a là-dedans, au Gladiateur, juste la musique qui a été composée pour ce film-là. C'est absolument. Tu parlais de Titanic, de Star Wars. Ah, oui. C'est toutes des musiques. On ne se rend pas compte, mais juste la musique d'ambiance et tout ça, là, c'est des œuvres d'art absolument. Absolument. Des œuvres qui restent. On ne peut pas les enlever des films, des œuvres qui sont composées. C'est intimement lié. C'est ça. Et ça le sera toujours. Tout le temps. Et puis, écoute, au niveau des chansons, je voulais te faire un petit décompte parce que j'ai regardé ça un petit peu. Les gens vont se souvenir un peu aussi les 10 chansons de films les plus populaires. Donc, je ne sais pas si tu as une idée. De toutes les nationalités? Oui, mais surtout, c'est la majorité des films américains. OK. Qui sont les plus joués. Les plus joués, mon premier réflexe, ça serait de dire My Heart Will Go On de Céline Dion. C'en est un des bons. Ouais. C'est pas dans les 10 premiers, mais c'est un des bons. OK. On va te donner tout de suite, peut-être, pour te donner m'aiguiller. Oui, pour t'aiguiller. Le premier, la chanson la plus populaire, c'est Over the Rainbow. Ah, évidemment. Le Magicien d'Oz. Oui, et Magicien d'Oz, interprété par Judy Garland. Et c'était repris. Et ce qui est amusant de savoir, c'est que c'était presque un miracle que cette chanson-là était dans le film, parce que souvent, comme de nombreux réalisateurs, ils ne voulaient pas l'inclure dans le film, ça ralentissait le rythme, c'était pas bon pour eux autres, puis finalement, il y a un des producteurs qui a insisté à la dernière minute pour l'inclure dans le film, et c'est devenu le L'histoire succès. en a suivi. Exactement. Intéressant. Oui. Il y en a d'autres comme en position, ça peut-être moins connu, As Time Goes By, par le film de Casablanca. Oui. Ben, j'ai vu Je pourrais pas te dire c'est quoi la musique là, comme telle, mais j'ai souvent vu ça dans mes cahiers musicaux quand j'essayais d'apprendre à jouer du piano. Oui, c'est ça. En troisième position, je pense que tu connais ça aussi, Singing in the Rain. Oui, évidemment. Par Gene Kelly, qui dansait, était un danseur extraordinaire, mais qui a chanté cette chanson-là. En position 4, Moon River. Moon River. Oui. Non, là, je connais le titre, mais tu m'aides là-dessus. OK, Moon River, ça a été chanté par Audrey Hepburn. C'était dans le film Les Diamants sur canapé. C'est un film américain. Il n'y avait pas eu ça dans le dernier Joker? Ou... Là, je ne suis pas sûr. OK, c'est peut-être moi qui ai un mauvais souvenir. Je sens que tu dois connaître ça. Là, t'as pas de chance. Là. White Christmas. Ah, ben oui, évidemment. White Christmas. Mais je suis surpris que ça soit quand même lié à un film. Oui, c'est ça. C'est L'amour chante et danse. Et c'est Bing Crosby qui chantait ça. OK. Il y en a un autre qui... OK, t'étais peut-être jeune, mais tu dois connaître ça. Mrs. Robinson. Ah oui, évidemment. Art et Garfunkel. C'est ça. Simon et Garfunkel. C'était le nom du deuxième, Simon et Garfunkel. Oui. C'est ça, dans Le Lauréat. Oui, Le Lauréat, évidemment, c'est un classique. Un aussi est en 7e position, mais qu'on va voir souvent, des chansons de dessins animés. OK. Et ça, là, c'est quand on prit La Bonne Étoile dans Pinocchio, qui veut que la marionnette se transforme, puis tout ça. C'est un succès qui est resté pendant des années. Après ça, il y a The Way We Were. Oui, ça me dit Barbra Streisand dans Nos plus belles années. Oui, OK. C'est une chanson de ça. Je connais ça, oui. Okay. Puis il y en a un autre que tu dois peut-être connaître aussi, en position 9. Staying Alive. Ah, ben oui, Bee Gees. Les Bee Gees. Oui. La fièvre du samedi soir. Effectivement, avec John Travolta. Avec John Travolta, exactement. La dernière, moins connue peut-être, chanson des collines de Julie Andrews dans La Mélodie du bonheur. Ah, ben oui. Ouais. Oui, ben, le film est très connu. Là. Je ne pourrais pas te faire la chansonnette. Là. On n'en fera pas aujourd'hui. Là. On va épargner les auditeurs de nos talents de chanteurs. Ouais. On joue bien du piano. On joue du piano un peu. Mais chanter, c'est un peu moins ça. Exactement. Donc, ça donne un petit peu c'est des titres qui restent bien là. Les classiques. Je te donne ceux-là, mais il y en a. Il y en a plus que des centaines. Il y en a des milliers. Il y en a un par film. Souvent, effectivement. Souvent, chaque film a son thème musical parce qu'évidemment, on associe ça également à un genre de consommation de films. Donc,
on va utiliser la musique et les chansons pour essayer de vendre un artiste et des choses comme ça. Là. Exactement, aussi. Il y a des choses, d'autres titres qui sont intéressants qu'on avait vus ici, qu'on cherche les fameuses chansons qui ont été un petit peu plus difficiles. Moi, écoute, il y en a une qui est très, très populaire de nos jours, qui s'appelle « Les feuilles mortes ». OK. Hein? Ça ne dit pas grand-chose en français, pour la bonne raison qu'elle est devenue populaire. Ça a été sorti en 1946 sur le film « Les portes de la nuit », un film de Marcel Carné. Mais quand ça a été traduit en 1949 par Johnny Mercer, là, c'est devenu un standard de jazz les plus connus, Autumn Leaves. OK. Ça me dit quelque chose. Oui, c'est une toune de jazz qui a été reprise des milliers de fois et qui s'est associée à un film. Okay. Mais comme tu vois au début, le film n'a pas eu de succès. OK. Donc, la chanson est passée presque inaperçue. Et 3 ans après, on l'a envoyé aux États-Unis. Le monsieur en a fait une traduction et hop, c'est devenu. Comme quoi, ça date pas d'aujourd'hui. Des fois, pour les plus jeunes, il y a des chansons sur l'application TikTok qui deviennent populaires des années après leur sortie. Alors, on voit que ça date pas d'hier. C'est ça. Puis là aussi, inversement, tu as le film, je le connaissais beaucoup, pour te dire, le film, ça s'appelle The Sandpiper, qui mettait en vedette Elizabeth Taylor puis Richard Burton. C'est en 1965. Mais c'était là-dessus qu'on a fait une musique qui s'appelle « Shadow of Your Smile ». Okay. Et c'est devenu ça aussi. Après ça, on a ajouté des paroles et ça devient un des standards de jazz les plus connus au monde, qui est tiré, quoique le film n'a pas été très populaire, mais par la suite, ça a donné naissance à un des succès immortels qui continue encore et aujourd'hui. Et ça s'applique aussi sur des films originaux qui n'ont pas nécessairement percé autant, puis après ça, ils ont été repris par les Américains ou les Français, ou peu importe, et ils peuvent connaître une deuxième vie. Ouais. Absolument. Je pense au film La Totale avec Thierry... Pas Thierry Lhermitte. Ben oui, ça a été adapté après ça à un film qui s'appelait True Lies avec Arnold Schwarzenegger. Ah oui, t'as raison. Hein? C'est vrai, t'as raison. Ça vient d'un film français. Absolument. Absolument, t'as raison. Écoute, je pense qu'on a fait un petit survol léger, mais qui même... Absolument, très intéressant. Bien, merci d'avoir fait partager ton top 10. Oui, c'est ça. C'est super intéressant. Je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on continue de s'y attarder. Et il y a souvent des gens qui me disent, si tu n'as pas toujours, dans un film, tu n'as pas marqué la musique, c'est que le compositeur a fait son travail parce qu'il te fait embarquer dans le film. Donc, évidemment, quand on écoute un film, surtout pour la première fois, si on se met à écouter les thèmes, évidemment, les thèmes vont devenir connus par après quand on fait des réécoutes. Mais quand on écoute le film, on ne connaît pas, à moins que ce soit une suite, mais le but de la musique, c'est vraiment de supporter l'histoire puis de donner des sentiments par rapport à ça. Donc, elle doit se faire présente, mais toujours en fond. Oui, exactement. Eh bien, écoute, c'était, je pense, un épisode intéressant. Et je suis en train d'en préparer un pour te mettre un petit peu au défi. Là. Oh, à date, mes résultats ne sont pas super concluants, mais ça va me faire extrêmement plaisir de participer. C'est ça, je vais te faire un quiz. Oh. Un petit quiz qui sur les répliques les plus populaires des films. OK. Je suis en train de te préparer ça, puis je vais te tester. Ça va me faire plaisir d'essayer de deviner les répliques de films connus. Exactement, c'est en plein ça. Eh bien, merci encore de ta participation, Guillaume. Ben, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Et puis, je vous invite bientôt à écouter un nouveau balado de cinéma. C'est au cinéma.